Trouble de stress post-traumatique. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va essayer de décortiquer ça. D'abord, en définissant ce que c'est le stress. C'est quoi le stress? De deux, c'est quoi le traumatisme? Quand on parle de traumatisme, c'est quoi un traumatisme? Troisièmement, on va essayer de voir les différents stades d'un trouble de stress post-traumatique. Quatrièmement, on va essayer de voir les symptômes. Ça veut dire comment reconnaître quand on parle de stress post-traumatique, trouble de stress post-traumatique, comment reconnaître ça? Quels sont les symptômes, quels sont les signes? On va voir les facteurs de risque en cinquième position. Ça veut dire à quelle probabilité ou quels sont les facteurs qui entrent en jeu pour qu'on puisse avoir un trouble de stress post-traumatique. Et enfin, en sixième position, la prise en charge. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire devant quelqu'un qui présente un trouble de stress post-traumatique. Alors, le stress, en des termes simples, le stress, c'est une émotion, c'est une sensation qui nous permet de faire face à une situation donnée. Alors, elle nous permet, cette émotion-là, de se concentrer, de passer à l'action, d'être motivé pour faire quelque chose. Et donc, on parle ici d'un stress adapté. Ça veut dire quelque chose de normal, de physiologique. Quand il devient dépassé, on parle de stress dépassé, c'est qu'il y a le mécanisme d'adaptation, de régulation de l'émotion sont dépassés. On n'arrive pas à bien réguler, à contrôler notre émotion. Et donc, on est en dépassement de cet stress qui est normalement physiologique et qui nous aide à faire face à quelque chose. Les traumatismes, on parle de traumatisme, l'événement traumatique, qui peut être potentiellement traumatique. Alors, il y a plusieurs événements, parmi lesquels on a, par exemple, le cas de décès. Par exemple, le cas de décès d'un proche, c'est quelque chose qui affecte, et donc c'est un événement traumatique. Le cas d'une blessure grave ou accident de la voie publique, c'est un événement traumatique. Le cas d'une violence sexuelle, c'est aussi un événement traumatique. Et donc, tout ça, ça peut être sur soi, ça veut dire qu'on reçoit nous-mêmes cet événement traumatique-là, on est victime de cette situation, soit on est témoin de ce genre de situation, d'un événement traumatique, on voit quelqu'un qui est agressé, on voit quelqu'un qui a subi une violente agression ou un violent accident de la voie publique, ou quelqu'un, un proche ou un ami qui a subi ça et qu'on a appris, voilà, ou bien on entend parler de ça et ça nous fait vivre une émotion qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc c'est pas que on le vit, qu'on est victime directement, mais ça peut être aussi que quelqu'un d'autre est victime et nous on va directement subir ça comme un traumatisme. Alors, parlons maintenant de l'estadification pour mieux comprendre le trouble de stress post-traumatique. Alors, le trouble de stress post-traumatique, pour mieux le comprendre, il faut parler de cette estadification-là. C'est des petites notions qui permettent de comprendre sur le temps comment ça évolue. Alors, du premier jour, ça veut dire de 0 à 3 jours, on parle de réaction aiguë face à un facteur de stress. Pendant ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a quels symptômes? On va parler en même temps des stadifications et des symptômes pour mieux comprendre. Alors, pendant ces 3 jours, de 0 à 3 jours, on peut avoir ce qu'on appelle une sidération. Ça veut dire que la personne est stupéfiée, il y a une stupéfaction, une grande stupéfaction, une stupeur très intense, même une immobilité motrice, la personne n'arrive même pas à bouger. Et donc on parle de sidération.
Le deuxième symptôme, dans le cas des réactions aiguës de stress face à un événement de stress, à un facteur de stress, ça peut être une agitation. Ça veut dire que la personne est agitée, et l'agitation, c'est que c'est des mouvements qui ne sont pas contrôlés et qui ne sont pas pour un but précis. Voilà, la personne, il déambule, il fait des choses qu'il ne comprend pas. Le troisième symptôme, on a parlé de sidération, d'agitation, ça peut être une fuite panique. Alors, ce qu'on appelle fuite panique, c'est que la personne va essayer de s'échapper à cette situation stressante, n'importe où et n'importe comment. L'essentiel, c'est de ne pas être là. Ça, on parle de fuite panique. Le quatrième symptôme, c'est un automatisme. Ça veut dire une action automatique. La personne va commencer à faire des choses qu'il ne maîtrise pas. L'autre personne peut voir de loin que tout se passe bien, mais la personne ne maîtrise rien. Il va commencer à faire des gestes automatiques ou des choses comme ça qui n'arrivent pas à maîtriser. On parle d'action automatique. Ça, c'est pendant le 3 jours. Ça veut dire de 0 à 3 jours. On parle de réaction aiguë face à un facteur de stress. De 3 jours à 30 jours, ça veut dire de 3 jours à 1 mois, on parle de troubles de stress aigu. Et pendant ces moments, quels sont les symptômes? Alors, les symptômes, on aura des symptômes intrusifs. Quels sont ces symptômes intrusifs? Au total, on aura 5 groupes de symptômes. Les symptômes intrusifs. Alors, il y a le cauchemar. Ça veut dire que la personne fait des mauvais rêves, il n'arrive pas à bien dormir et c'est des très mauvais rêves. On peut avoir comme symptôme intrusif de flashback. Ça veut dire que la personne va avoir des idées comme ça intrusives qui viennent sans sa volonté, il ne les maîtrise pas, de la situation qu'il a vécue. Et c'est des choses insupportables, mais ça ne dépend pas de lui. Ça vient flash comme ça. On peut avoir aussi des réviviscences de l'événement traumatique. Ça veut dire que la personne a l'impression de revivre la scène, de revivre ce qu'il a vécu comme traumatisme. Donc tout cela, on les appelle des symptômes intrusifs. La deuxième catégorie de symptômes, deuxième groupe de symptômes, on parle de symptômes dissociatifs. Alors, dans les symptômes dissociatifs, on a ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Que la personne a l'impression, c'est comme il a l'impression que ce qui se passe, c'est pas en lui. C'est comme il est observateur de ce qui se passe. C'est une situation qu'il n'arrive pas à comprendre. On parle de dépersonnalisation. L'autre, c'est la déréalisation. Ça veut dire que la personne a l'impression que ce qui se passe n'est pas réel. Ce qui se passe, cette situation de stress n'est pas réelle. Ce qu'il sent n'est pas réel. Il a l'impression comme si c'est un film ou c'est un rêve. On parle de déréalisation. Il y a aussi ce qu'on appelle l'amnésie dissociative. Ça veut dire que la personne oublie carrément la situation par laquelle il a passé, une situation traumatique, ou bien une partie de cette situation, de cet événement traumatique. On parle d'amnésie dissociative. L'autre groupe de symptômes, je crois que c'est le troisième, les symptômes d'éveil. Alors, les symptômes d'éveil, c'est que la personne, après un événement traumatique, il est en hypervigilance. Il est vraiment en hypervigilance. À la moindre chose, au moindre bruit, il sursaute. Des sursauts comme ça qui surviennent, quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et donc ça, c'est dû aussi à ce qu'il a vécu comme traumatisme. On peut avoir aussi des déconcentrations, des difficultés à se concentrer. On peut aussi avoir, parmi les symptômes d'éveil, des troubles de sommeil. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à dormir, à bien dormir. Ça, c'est le groupe de symptômes d'éveil. Le quatrième groupe, c'est les symptômes d'évitement. Ça veut dire que la personne va éviter tout ce qui a un lien avec l'événement traumatique qu'il a vécu.
que ce soit des idées, que ce soit des personnes, que ce soit un lieu, il va essayer de tout éviter.